Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Hamza Aboulfeth. Hamza, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Merci. Merci. Tu vas me parler un peu plus de ce nom. C'est quoi Kairos? Alors, Kairos, c'est le moment opportun. Avant, il est trop tôt et après, trop tard. Kairos, c'est simplement l'art de saisir des opportunités au bon moment. Le moment propice. Au moment propice. Et avec tout ce que cela induit comme préparation, comme envie, je pense que c'est des thématiques qui résonnent avec toi. Tout ce qui est volonté, envie, donc on va pouvoir en reparler. Et donc pour te présenter rapidement Hamza, tu es le CEO de Genius Communication. Alors Genius Communication est le premier registrar en Afrique du Nord. C'est un intermédiaire qui enregistre des noms de domaine, mais pas que, il y a d'autres services que fait Genius, c'est ça? Oui, alors donc effectivement registrar accrédité par l'ICANN. Alors c'est Internet Corporation for Assigned Names and Numbers et c'est l'autorité mondiale de gestion de noms de domaine et d'adresse IP. Et du coup, quand on est registrar, donc on traite directement avec l'ICANN et les différents registries. Donc, disons qu'on est vraiment en lien direct avec le fournisseur de noms de domaine. Voilà. Très bien. Donc voilà, donc tu es CEO de Genius Communication, mais pas que. Tu es aussi TEDx speaker. À ton actif plusieurs trophées, que ce soit les Maroc Web Awards ou bien le Espoir Tizi. J'ai souhaité te rencontrer ou faire ce podcast avec toi, Hamza, parce que tu as un parcours d'entrepreneur dans le secteur des technologies depuis l'âge de 17 ans, je crois, même si ça a commencé avant. Donc, tu nous raconteras tout ça. Et aujourd'hui, Genius, c'est une trentaine de personnes sur 3 sites au Maroc. C'est une belle success story parce que tu as comme client vraiment des grands comptes. Vraiment, donc, c'est vraiment une leçon de développement, d'entrepreneuriat et de conquête et de fidélisation de grands comptes. Donc voilà, une conversation intéressante parce que ça va être les leçons d'un très jeune entrepreneur, donc quelqu'un qui a commencé très tôt. Tu es encore très jeune, donc il y a Inch'Allah, l'avenir va être grandiose. J'ai commencé très jeune, mais je ne suis plus très jeune. Je suis très vieux maintenant. J'ai démarré à 17 ans. Ça fait 17 ans que je suis dans le monde entrepreneurial. J'ai 34 ans aujourd'hui. Donc, j'ai passé la moitié de ma vie à entreprendre. Donc, crois-moi, ça fait de moi un vieux. Ok, non, mais paraît-il que ça se passe dans la tête. Donc, on va vérifier tout ça. Donc, dans le secteur des technologies, tu as continué, je crois, avec Smart VPN. Donc, c'est une autre, on va dire, un autre type de service. Tu me diras duquel il s'agit. Mais moi, personnellement, j'ai été vraiment impressionné, je peux le dire, et inspiré par Faute.ma. Ouais. Si ma mémoire est bonne, quand je passais à Marrakech il y a 2-3 ans, on m'a fait découvrir Faute.ma et je trouvais le service vraiment exceptionnel. Que ce soit au niveau du prix, de la qualité, de l'expérience technologique. Bref, moi, je faisais que commander sur le site web qui était déjà responsive, je crois. Ouais. En tout cas, je trouvais vraiment ça exceptionnel par rapport aux expériences que j'avais par ailleurs. Super, bah, écoute, ça fait plaisir. Et c'est vraiment sincère, j'ai vraiment trouvé ça. C'est-à-dire que derrière, il y avait une réflexion très, très, très profonde. Et je t'avoue que je serais vraiment honoré que d'en savoir plus sur ce projet-là, en particulier parce que bon, j'ai vraiment là pu le toucher du doigt, on va dire, en direct. Écoute, ça me fait vraiment plaisir parce que, ouais, même si aujourd'hui c'est pas encore rentable, c'est pas encore au point au point où je veux que ça en arrive en tout cas. Je suis rémunéré aujourd'hui par mes nombreuses heures de travail par ce que tu viens de dire à l'instant. Donc, du coup, c'est la satisfaction client qui
qui me paye quelque part. Donc, c'est cette, on va dire, c'est cette bouffée d'oxygène qu'apportent justement les témoignages d'elle vraiment pas mal de clients. Et c'est ce qui me pousse justement à continuer et à persévérer dans ce qu'on fait. Avec Food.ma, donc je pense que tu as continué ton rôle d'entrepreneur développeur dans la food tech avec ce premier restaurant connecté. Donc c'est vraiment un modèle à part entière hein, que tu as lancé. Que tu as testé le restaurant physique. Non, j'ai pas été. J'ai vu quelques reportages, etc. Mais je l'ai pas testé parce que justement, comme j'étais que de passage dans la ville Ocre, je n'ai pas testé. On est aussi sur Casablanca. Oui. Mais effectivement, donc le restaurant physique, c'est une continuité de l'expérience qu'on offrait à distance en livraison. Donc, on a essayé d'exporter ça sur un restaurant physique où les gens, effectivement, ils peuvent s'attabler, découvrir le menu directement depuis les tablettes, passer leur commande directement depuis leur tablette, générer leur code Wi-Fi, suivre l'état d'avancement de leur commande, choisir la musique qu'ils veulent écouter au niveau du restaurant directement depuis leur tablette. Il y avait un certain nombre de petits trucs, si je peux appeler ça comme ça. Tu vois, c'était moi qui essayais de me poser à la place du client, mais client geek, c'est pas le client tradit, même si aujourd'hui on a aussi des gens de la génération A et B et C. Mais effectivement, dans quelqu'un dans le domaine des nouvelles technologies, etc., une fois il est chez nous, il est vraiment transporté dans cette ère digitale, dans cette ère numérique quelque part, en essayant d'offrir une expérience assez particulière, parce qu'aujourd'hui, la bouffe, tout le monde sait en faire. Maintenant, c'est la façon avec laquelle on propose justement ce service-là qu'on a voulu revoir et qu'on a voulu vraiment apporter et qu'on a voulu que ça soit à l'image justement de l'ère où on vit actuellement. Voilà. Ah, très bien, on voit clairement ta touche personnelle là-dessus et j'imagine dans également tes autres projets. Alors pour revenir au début de l'histoire, si tu permets, ou avant peut-être une petite question pour démarrer cette conversation, c'est le on-demand. Alors, semble-t-il que le on-demand est une valeur importante pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par nous dire depuis quand alors depuis quand et pourquoi? Alors, quand tu dis le on-demand, c'est l'approche, le fait de permettre aux clients d'être autosuffisant. Je ne sais pas si je vais parler de dire ça comme ça, mais quand tu dis on demand, c'est plus l'approche de permettre au client d'avoir tout ce qu'il veut sans l'intervention humaine. Oui, c'est un peu le self-service. C'est exactement ça, parce qu'en fait, ça a démarré avec Genius. Depuis le premier jour, on essaie de donner le pouvoir au client. Donc tout ce qu'on fait, on permet au client au lieu de nous contacter et de faire pour le client, on lui permet de tout faire lui-même. Donc à la demande, en self-service comme tu dis. Donc du coup cette notion-là, c'est ce qui, parce que il est là le gain en fait. Parce que si moi derrière j'automatise pas tout mon système d'information, derrière, il faudrait que je recrute 10 fois plus de monde pour gérer le nombre grandissant de clients que nous avons. Donc aujourd'hui, depuis le départ, on a fait en sorte que tous nos systèmes d'information soient ouverts, soient transparents. On donne la capacité et le pouvoir au client de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, sans notre intervention. Et je pense que c'est ce qui m'a quelque part influencé que ça soit dans FOD, que ça soit dans d'autres trucs. Dès que je fais un truc, il faut que ça soit scalable, il faut que ça soit géré, autogéré. Donc, bon, je dis pas que derrière il y a personne qui travaille, mais on travaille justement sur le cœur de la chose et on permet aux gens de faire ce qu'ils veulent à leur niveau. Donc
et d'ailleurs, c'est la même expérience qu'on a fait avec FOD. Et Khlas, là, il n'y a pas très longtemps, donc justement avec le début du confinement, on a lancé un nouveau service qui s'appelle ondemand.ma. Et c'est une plateforme qu'on propose aux clients pour digitaliser leur store, donc qui leur permet de vendre en livraison. D'accord. Pour faire du e-commerce. Exactement. C'est des boutiques pas e-commerce, c'est des plateformes de livraison. C'est un site aussi e-commerce, mais c'est des plateformes. Ça a été réfléchi comme ça. Ça a été réfléchi comme plateforme de livraison de proximité. Genre, voilà, je sais pas, par exemple, tiens, là, ils ont ouvert le truc publiquement, c'est le Koutoubia, Koutoubia livraison.com, c'est une plateforme que nous avons mis en place pour notre client qui leur permet de livrer tout ce qui est poulet, charcuterie, etc. Que ça soit de Casa aujourd'hui, Casa Mohammedia et Rabat, et par la suite, ils vont lancer toutes les autres villes. Donc, et c'est une plateforme qu'on met à disposition. C'est le cœur de FOD qu'on met à disposition aujourd'hui pour n'importe quel restaurant ou boulangerie ou n'importe quelle autre entité qui souhaite se lancer dans le service de livraison, en fait. Et c'est la solution complète, bien sûr. Très bien, ok. Super. Alors, Hamza, pour revenir peut-être rapidement aux origines de l'histoire. Donc, tu es né à Marrakech. Et donc tu as grandi à Marrakech et paraît-il que tu étais déjà un surdoué de l'informatique. Surdoué peut-être pas, même aujourd'hui je ne le suis pas. En tout cas, tu y passais beaucoup de temps. Mais la question que j'ai envie de te poser, l'interrogation que j'avais, c'est comment on peut être doué en informatique, c'est-à-dire tout ce qui est logique et vivacité d'esprit, et devoir repasser son bac. Oui, bah écoute, au fait, tu choisis ce que tu veux faire. Parce que moi, au départ, ma première année du bac, je l'avais raté pour la simple raison que j'étais justement à fond dans ce que je faisais. Donc, du coup, parce qu'effectivement, donc, Genius a démarré en 2007. Pardon, en 2003 RB. Donc, ça fait 17 ans. Pour avoir lancé Genius à 17 ans, donc ça veut dire que je devrais avoir au moins 4-5 ans d'expérience, et c'est ce que j'avais justement comme expérience. J'ai démarré en fait à l'âge de 12 ans. J'ai démarré à l'âge de 12 ans. Donc de l'âge de 12 ans jusqu'à voilà, 12 ans, 11 ans, c'est la première fois que je me suis connecté à Internet. C'était en 97. Depuis, donc, je commençais à m'intéresser à tout ce qui est nouvelles technologies. Mais c'est très tôt, ça. C'est très tôt, ça, pour le Maroc, je pense. Hein. Oui. Tu étais vraiment parmi les pionniers. Je me suis connecté quand ça coûtait 30-40 dirhams l'heure au niveau du cyber. Donc, c'était, ouais, effectivement. Donc, parce qu'à chaque fois, je dis, ouais, j'ai lancé Genius à 17 ans. C'est qu'aujourd'hui, mais chez faire au cas de Goultien, à savoir que Genius, principalement, c'est technique. Genius a été lancé par mon acquis technique et mon bagage technique. Donc, pour avoir un bagage qui te permet justement de te lancer dans l'hébergement, donc c'est qu'il fallait avoir un certain recul. Donc, entre l'âge de 12 ans, 17 ans, donc ça me fait 5 bonnes années qui m'ont permis justement de découvrir en gros comment fonctionnaient les serveurs, comment. Il faut dire que j'étais intéressé aussi par tout ce qui est piratage, comme tous les jeunes à l'époque. Et même de nos jours, hein, donc quelqu'un, mettons un petit jeune, donc 12 ans, 13 ans, il se dit, ouais, tiens, je vais pirater, etc. Donc, j'ai démarré avec ça. Et c'était ce bagage technique qui m'a permis par la suite de me dire, tiens, si aujourd'hui j'arrive à pirater, à détruire des serveurs, ça veut dire que je pouvais les construire. Et c'est là où vraiment Genius a démarré. Et là, tu t'es formé sur le tas, on va dire. Oui. C'est autodidacte.
à 2000%. D'ailleurs, même quand j'ai fait une formation d'ingénieur, j'étais toujours en mode autodidacte. Donc, je le suis toujours aujourd'hui. Même si j'ai fait un executive MBA, même si j'ai fait un executive programme à Harvard, je reste toujours autodidacte parce que quand tu es en mode je veux apprendre quelque chose, tu te donnes les moyens nécessaires pour l'apprendre. C'est pas comme quand tu es en cycle normal et finalement on va t'enseigner un certain nombre de choses dont tu n'as pas forcément besoin ou là dont tu vas avoir besoin d'y aller 2 ou 3%. Donc au lieu de perdre tout mon temps pour apprendre 2 ou 3% des choses, je me dis tiens aujourd'hui j'ai besoin de quoi? Et quand je dis j'ai besoin de quoi, j'ai démarré dans l'ère où il n'y avait pas de Google. J'ai démarré quand on faire une recherche, il fallait passer 30 minutes sur Yahoo Directory et Alta Vista pour trouver la question ou la réponse qu'on cherchait. Donc, du coup, aujourd'hui, le savoir est là. Et il y avait vraiment rien de tout ça, Coursera, les trucs là. Ouais. Tout ça. Donc, Clairement. Non, clairement. C'est-à-dire que tu as du mérite parce que tu t'es auto-formé à une époque où c'était très, très compliqué. Très, très compliqué. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut avoir le même parcours que moi, j'ai démarré ma boîte à 17 ans. Peut-être lui, il aura l'occasion de la démarrer à 12, 13 ans. Parce que clairement, le savoir est là, compressé, prêt à l'emploi. Donc, c'est pas, c'est assez, ça, c'est supposé. Enfin, je vais pas dire que c'est plus simple aujourd'hui parce que avant, peut-être que ce qui m'a aidé aussi, c'est le fait qu'il y avait rien de tout ça. Hein. Il y avait, j'étais dans un créneau qui était où il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient à ça. Donc, j'ai eu de la chance justement d'être parmi les tout premiers dans ce monde-là, enfin dans ce créneau-là, et j'ai pu, on a pu, hein, avec notre sérieux, faut le dire, on a pu constituer ou avoir notre place dans le marché. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, on côtoie les plus grosses entreprises marocaines et même internationales, et ça s'est fait vraiment doucement, petit à petit. Alors justement, la genèse, je serais curieux de savoir. Alors, à 13 ans, à l'âge de 12-13 ans, quand on est entrepreneur, c'est pourquoi? D'abord, c'est pour quelle raison? Parce que à 12-13 ans, on a un avenir à préparer, donc ou des études à entamer. Toi, tu as fait un choix différent. Donc, c'était vraiment pour quelle raison? Comment ça a été accueilli? Quel était ton projet à l'époque ou ton idée? Alors, mon idée, c'était ça. C'était, alors, l'hébergement, parce que bon, c'est là où tout a démarré. Donc, au départ, c'était l'idée d'héberger. Il y avait un besoin. Il n'y avait pas beaucoup d'hébergeurs, ok, à l'époque. Il y avait vraiment pas beaucoup d'hébergeurs. Donc, il y avait et c'était quelque chose qui grandissait petit à petit. Donc, on voyait l'intérêt d'Elada et la place que se faisait Internet au fil du temps. Et du coup, faut dire que j'étais là au bon moment, au bon timing pour me lancer dans ce créneau-là. Parce que oui, effectivement, j'ai pu lancer d'autres boîtes, j'ai pu lancer d'autres business, mais le business principal pour moi, c'est Genius. Donc, c'est là où tout s'est fait. Donc, c'est à l'âge de 12-13 ans où tu avais cette capacité d'analyse et de dire, c'est un créneau. Oui. Alors, avant Genius, il y avait une autre boîte qui s'appelait Maroc ISP. C'était un truc que j'avais lancé. Maroc ISP comme Internet Service Provider. Et ça, je l'avais lancé à 15 ans. OK? Et 10 ans, c'était plus la vente de Shell, des trucs sur IRC. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. IRC, le chat, non? Le chat. Oui.
Ouais, alors IRC, le chat, bah, il y avait, bah, c'est ce qu'il y avait à l'époque, donc avant MSN, avant tout ça. Et avec le chat, il y avait ce qu'on appelle des shells, des serveurs. Du coup, ça, tu vendais des serveurs pour des comptes pour faire des BNC, des bots, des trucs comme ça. OK? D'accord. Et Maroc ISP, c'était ça au départ. Donc, je vendais justement des trucs bahalaka à des clients sur IRC toujours. OK? Et, D'accord. sur, Et là, c'est du code, c'est ça? non, mais c'est pas du, c'est des services en ligne aussi. Donc, c'était un shell, D'accord. c'est un accès sur des serveurs Linux. OK? Ok. D'accord. Donc, on vendait ça. Je me rappelais à l'époque, mon tout premier client, c'est un client qui avait payé 50 dirhams pour une prestation pour un mois. Et il m'avait envoyé l'argent par poste, par mandat postal. Ah Et ouais. il fallait que toute ma famille parte avec moi pour attester que je suis Hamza Aboul Fath pour récupérer mes 50 dirhams. D'accord. Donc ça a démarré vraiment très, très tôt. Euh, Après, voilà, tout ça a commencé à devenir un peu plus sérieux. Je commençais à avoir des sites internet, des noms de domaine, des trucs petit à petit. Comme on dit, donc il y avait vraiment un certain nombre de trucs. Moi, à l'âge de 17 ans, je pouvais pas créer une entreprise, ok, parce qu'il fallait. Donc l'entreprise a été créée 4 ans plus tard, donc en 2007. Donc, entre-temps, donc, je travaillais à distance. Il y avait un certain nombre de problématiques de paiement parce que les fournisseurs, il fallait que je les paye à l'étranger. Moi, je me rappelais à l'époque, mon frère, il était en France puis à Tahiti et c'était lui qui me payait mes serveurs dans le Canada. Donc là, quand tu t'es lancé, c'est ça? Ouais, c'était au tout départ. Donc, quand je n'avais pas du tout la capacité de faire ça moi-même. Et dis-toi, quand j'avais justement échoué au bac, donc l'année d'après, c'est l'année où, où j'avais réussi et je suis parti en France. Et du coup, ma seule motivation était réussir cette année parce que c'est ce qui va me permettre de voyager et partir à l'étranger. Et du coup, l'idée derrière le fait d'aller à l'étranger, c'était de pouvoir avoir des moyens de paiement pour payer sans problème. Parce qu'au fait, avant, c'était impossible pour moi de payer mes fournisseurs à l'étranger. Et du coup, il fallait que je sois physiquement à l'étranger pour ne pas avoir cette contrainte-là. Et du coup, voilà, j'ai bypassé en ayant mon bac. Donc, ma seule motivation, c'était pas le bac, c'était le fait d'aller à l'étranger et de créer un compte bancaire et avoir une carte de crédit internationale, chose qui s'est faite. Je me rappelais, une fois en France, j'étais à Lille. 2 jours plus tard, j'avais créé mon compte bancaire. Une semaine après, j'avais mon compte PayPal validé, nickel, comme il faut. Et c'est ce qui me permettait de faire du business à l'époque. D'accord. Donc tu as créé Genius au Maroc et ensuite, donc on va dire l'année de ton bac ou l'avant, et tu es parti en France pour suivre tes études et tu as continué depuis la France, c'est ça? Alors, oui et non, parce que au départ, l'entreprise, je l'ai créée en 2007. Je suis parti en France en 2005. D'accord. Donc, Okay. l'entreprise, je l'ai créée la dernière année où que j'ai géré l'entreprise à distance. En fait, je suis rentré au Maroc dans le cadre d'un stage que je devais effectuer pour valider mon année d'XAGE. Au bout de la deuxième année, c'était un BTS. Pour valider la première année du BTS, je suis rentré au Maroc pour créer et j'en ai profité pour créer mon entreprise et j'avais signé une attestation de stage signée par moi-même. Donc, d'accord. Ok. avoir effectué mon stage d'ADA et j'avais délivré mon attestation de stage à l'époque. Et du coup, pendant toute une année, donc l'année 2007-2008, j'étais au Maroc, j'étais en France et je gérais l'entreprise à distance en ayant un bureau au Maroc, en ayant recruté du monde au Maroc que je gérais à distance. D'accord. Donc c'est pas simple, on va dire comme lancement, Là, c'est compliqué. comme lancement d'activité. Alors si tu peux nous raconter un peu les tout débuts de Genius, comment on arrive à
avoir des premiers clients. Bah, les premiers clients, comme j'ai dit, je les ai eus. Dites-vous que Genius, le financement du lancement de Genius, ça s'est fait par mes propres moyens. Quand je dis par mes propres moyens, c'est par l'argent que je gagnais déjà avec le peu de clients que j'avais à l'époque sans entreprise. Avant, j'avais pas d'entreprise, mais j'avais des clients avec qui je travaillais, qui me payaient, tiens, en freelance, il n'y avait ni statut entrepreneur, ni rien, donc ils payaient au black. Du coup, le fait de créer l'entreprise, c'était déjà pour répondre à ce besoin de ces clients-là qui voulaient avoir pour avoir des factures, etc. Donc, je pouvais pas le faire au départ. Mais après, j'ai dû créer l'entreprise. J'ai géré ça pendant 1 an à distance. Puis, je suis rentré au Maroc en 2008. Et c'est à ce moment-là où je me suis installé à Casablanca. On a ouvert un bureau. Donc, on était au Technopark. Donc, en 2008. Et en 2010, on a ouvert un 3e bureau à Rabat. Et donc aujourd'hui, voilà, on a toujours les 3 bureaux, Marrakech, Casablanca et Rabat. On a changé de bureau à Casa parce que le bureau du Technopark n'était plus assez grand pour nous. Et on a changé il y a 6 mois à peu près, un peu plus de 6 mois, le bureau à Marrakech. Donc on a changé de siège pour la première fois. Et là, on a déménagé il n'y a pas très longtemps dans une petite villa avec piscine avec l'ensemble des collaborateurs sur Marrakech. D'accord. Mais là, en fait, ce que tu dis retour au Maroc en 2008, et on a l'impression que c'est vraiment, donc on va dire un peu plus d'une dizaine d'années. Ouais, c'est là où. En fait, moi, avant de rentrer au Maroc, j'avais l'ambition d'aller encore au Canada, de poursuivre mes études, etc. Et il y avait un pote qui m'avait dit un jour, je sais pas ce que tu es en train de foutre ici, rentre au Maroc, occupe-toi de tes affaires. Et tiens, j'ai suivi son conseil. Et voilà, je regrette pas du tout d'avoir justement choisi ce chemin-là, le chemin de l'entrepreneuriat et de la galère. Voilà, justement, alors c'était l'objet de ma question. Donc, retour en 2008, et là, on a l'impression que c'est une croissance, comment dire, croissance continue, simple. Il y a eu quand même quelques petites péripéties. Enfin, à l'ouverture de 3 bureaux, etc., etc. C'est des choses très positives. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelques péripéties? Écoutez, c'est sûr que oui, parce que bon, quand on est entrepreneur, quand on évolue, quand on grandit, je sais, gérer une entreprise de 5 personnes, c'est pas gérer une entreprise de 35 personnes. Tout à fait. C'est plus le même hada, c'est plus avec l'organisation flat, tu es obligé d'avoir une structure quand même, tu es obligé de structurer les choses malgré toi, parce que quand tu structures, c'est pour c'est quand tu as une vision justement, quand tu vois ton entreprise avoir une certaine une certaine euh, une certaine taille, il faut s'offrir les moyens justement pour le faire. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, chez nous, c'est le cas où ça a grandi en fait d'une façon très organique. Donc, il n'y a jamais eu d'investissement. Il n'y a jamais eu d'investisseurs étrangers. Il n'y a jamais eu de levée de fonds. Rien. On a tout fait nous-mêmes. Tout. D'accord. Et quel était justement le noyau dur avec toi? D'ailleurs, c'est une des choses, tu sais, imagine, aujourd'hui, il y a tellement de fonds et tellement tu sais, les trucs là, les machins, les start-upers, les trucs de financement. Il y a كلهم, dès qu'on discute justement aujourd'hui, oui, bon, je suis entrepreneur, j'ai d'autres boîtes, j'ai FOD actuellement où j'ai besoin de fonds, etc. Quand je vais parler avec ces gens-là et on me dit, ouais, mais si tu veux, on rentre sur Genius. Mais non, tu dégages, j'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec Genius actuellement? Tu étais où quand je galérais? Et ça, c'est le truc à garder en tête, c'est que justement l'ensemble des organismes qui sont mis à disposition aujourd'hui,
Ils vont pour eux, Genius, au moins, c'est le truc qu'il y a. Genius, j'ai pas besoin d'argent. Genius, on n'a pas du tout besoin d'argent. Genius, on avait besoin d'argent il y a 10 ans. 10 ans, on a pu galérer, on a pu faire autant qu'on pouvait pour s'en sortir. Alhamdoulilah, ça c'est bien fait. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres boîtes qui ont besoin d'investissement. Et quand tu me dis non, je ne vais pas investir dans FOD, mais tiens, si tu veux, on investit dans Genius, où là on crée une holding et on met toutes ces entreprises sous le même Moi, je En dis fait, non. toi, tu cherches du venture capital et ces investisseurs plutôt cherchent à limiter le risque. Exactement, sauf que moi, je dis qu'aujourd'hui, de la même façon où je galère avec FOD aujourd'hui, j'ai galéré autrefois avec Genius. FOD, c'est que 4 ans d'existence. Genius, je le dis, je le redis, c'est 17 ans. Donc, je vais pas attendre. Genius, ça a commencé à être vraiment, on va dire, avec un résultat positif, etc., depuis 5-6 ans. Donc, je sais qu'aussi que FOD aussi, c'est juste une question de temps pour que ça soit rentable, que ça soit. Mais pardon, pour revenir plutôt pour terminer sur Genius, ce serait quoi tes grands enseignements par rapport au développement de ce projet que tu as entamé jeune et avec le recul aujourd'hui? Écoute, alors il faut commencer petit. Il faut essayer de rester petit le plus longtemps possible. Il faut le plus important, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le résultat. C'est ce que tu peux dégager comme marge. Et aujourd'hui, Genius, si elle se porte aujourd'hui, bah, tu sais, il y a plein de gens qui vont dire ouais, Genius c'est cher, mais Genius, elles vendent un prix au prix que Hiya elle estime correct. Et donc et du coup c'est là où l'ensemble une bonne partie de nos concurrents, ben, ils vont pas grandir parce que Homa ils sont dans l'optique de cheap. Quand je dis cheap, c'est on offre au moindre coût, etc. Alors que c'est pas du tout la bonne approche. C'est une entreprise. Une entreprise, elle doit dégager des marges, elle doit payer ses investisseurs, elle doit payer ses associés, elle doit verser des dividendes. Quand on est en mode je suis petit, je veux rester petit, bah, tu resteras petit toute ta vie. Et quand on a commencé à raisonner comme ça et dire tiens, finalement une entreprise c'est pas avec ses beaux locaux qu'elle fait Ada, mais c'est en payant ses salariés dans les temps, c'est en payant ses impôts et en payant ses fournisseurs aussi. Mais d'accord, je comprends. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un niveau de marge suffisant. Donc et face à ce niveau de marge, il faut avoir un niveau de service qui soit de bonne qualité, qui soit différenciant. Exact. C'est le plus important. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé les 26 000 clients, pas tous actifs, mais dans une bonne partie. Mais on a franchi le cap de 20 000 clients. Mais c'est énorme comme chiffre. Non, peut mieux faire. Inch'Allah. Donc, petit à petit, mais tu grandis. Tu restes vraiment, tu essaies d'assainir la base et tu essaies d'avoir une base solide. Une base solide qui te permet justement parce que tu sais l'entrepreneuriat c'est une chose. Une fois que tu commences à grandir, il y a toute la partie impôts qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère. C'est des trucs qui coûtent excessivement cher. Donc le wahd qui est en mode khouad, quand je dis en mode khouad, c'est l'entrepreneur marocain par excellence, et je pèse mes mots et je dis ça et des signes. C'est que tu sais, quand on est entrepreneur, on est entrepreneur clean quelque part. Ça veut dire que on paye l'ensemble de nos salariés sont déclarés, ils sont déclarés au prix, la TVA bien payée, l'IS bien payé, l'IR bien payé. Quand tout est clean,
Et là, je peux te dire que l'ensemble des entreprises, que ça soit pas que dans le domaine de l'hébergement, mais pratiquement tous les secteurs d'activité, de la composante, je peux te dire que ça mettrait à mal pas mal d'entreprises. D'accord, donc ça c'est plutôt Ça devrait être la règle. bon, ça c'est plutôt quelque chose de, on va dire un positionnement courageux de la part de Genius. Mais pour revenir à moi, ce qui m'intéresse, 20 000 clients, j'aimerais bien avoir quelques petites leçons sur comment on passe de 0 à 20 000 et comment on fidélise et surtout par rapport aux grands comptes. Ouais, avant de passer de 0 à 20 000, moi je te dirais comment on passe de 0 à 10 et de 10 à 100 et de 100 à 200. Très bien, ça m'intéresse aussi. Il est là la difficulté au fait. Au départ, en fait, je gérais tout moi-même. Donc, je faisais le commercial, le responsable technique, le développeur, enfin, tout un certain nombre de fonctions nécessaires pour le bon fonctionnement de Hada. Et du coup, moi au départ, j'étais même avec des marges vraiment très, très ridicules, etc. Et le plus important, c'était juste Hada. Je me retrouvais en train de faire du bénévolat. Le bénévolat, c'est que et qu'est-ce que tu gagnes à la fin? Ben rien. Tu étais là pour payer tes charges. Alors que non, une entreprise, elle doit dégager du chiffre. Elle doit dégager des marges. Elle doit dégager des bénéfices. Et petit à petit, donc, je sais pas, des gros clients, bon, je sais pas, maintenant, un exemple. Le plus gros site au Maroc, avec le plus de trafic, c'est Express. Okay? Express, c'est un site qu'on héberge depuis 12 ans. Okay? Depuis 2008 à aujourd'hui, 2020. Okay? Express, c'est le site qui fait plus de 100, qui dépasse les 150 000, 160 000 connexions simultanées. 150 000 personnes connectées en même temps entre l'application mobile et le site Internet. OK? Je peux vous dire que j'ai eu pas mal de gros clients parce que j'héberge Express. OK? Je sais pas, on a un exemple. C'est une belle référence. L'Économiste. Alors, l'Économiste, c'est un site qu'on héberge. Le Matin, c'est un site qu'on héberge. Midi 1, c'est un site qu'on héberge. Radio 2M, c'est des sites qu'on héberge. Atlantique Radio. Donc, un certain nombre, déjà toute la presse marocaine, j'ai pratiquement cool là. OK? Et justement, c'est parce qu'on a un savoir-faire. Les الواحد كيجي كيقول هاد الناس هادو عندهم la référence ديال les sites de presse avec le plus de trafic, donc ça veut dire qu'ils pourront répondre à notre besoin et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et c'est grâce à ça qu'on a eu vraiment pas mal de grosses références grâce à la presse. Maintenant, c'est avec le petit client qui giblique le gros client qui giblique le petit client. Et tu continues comme ça, en fait. Quand je dis 20 000 clients, c'est pas 20 000 clients avec qui on a fait affaire et puis ça s'est arrêté là. C'est des clients récurrents. C'est que chaque année, ils ont un service, ils te payent. Donc, et du coup, l'entreprise, elle a grandi comme ça. Je me rappelle, je pense qu'on a fait un peu moins de 1 million, 1 million et quelques, puis 2 millions, puis 4 millions, puis 6 millions. Aujourd'hui, on est à 14 millions. Et bon, on tablait sur du 16 millions sur 2020. Mais là, on a 10 millions. Et je croise les doigts. On espère vraiment ne pas avoir ne pas avoir une baisse de chiffre d'affaires, mais malgré les circonstances. Mais voilà, donc si on y arrive, et j'ai quand même un peu d'espoir, ça serait un exploit. Maintenir son chiffre d'affaires en temps de crise, je pense que c'est top. Je comprends. Alors, peut-être une question pour terminer sur Genius, c'est sur donc on a sur le parcours. Est-ce qu'il y a eu des moments, des décisions difficiles à prendre? Ouais. Parce que tu es quelqu'un tout seul, très jeune.
Donc apparemment très sage. Donc pour rester petit, se faire de la marge, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des moments de décision un peu compliqués? Ouais, bah, je me rappelle alors, une qui me vient à l'esprit. Alors, ouais, on était en mode, Smithto, start-up, machin, il nous faut un plateau de bureau énorme, recruter beaucoup de monde, etc. Et, on s'est retrouvé avec un loyer de plus de 20 000 balles par mois, dans ouais, effectivement, le bureau, il était très sympa. Donc, un plateau de bureau très, très futuristique, en recrutant énormément de monde. Et après, on allait droit au mur. Mhm. On allait droit au mur avec l'ensemble des recrutements qu'on avait fait, etc. Et du jour au lendemain, donc, il y avait, donc, comment dire, la sonnette d'alarme, et il fallait trancher. On est revenu en arrière. On a changé de local. On a changé de local. On a laissé partir 6 personnes d'un coup. On a fait un certain nombre de choses justement et c'est là où je dis aujourd'hui, faut aller petit à petit. En fait. D'accord. On a revu l'ensemble de nos charges, on a essayé d'optimiser au maximum, on a essayé de négocier avec l'ensemble des fournisseurs. On a fait vraiment un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, il fallait qu'on passe par là. Il fallait qu'on prenne ces décisions-là. Je comprends. Et voilà, donc ça s'est fait. Donc, des fois, tu fais tu prends des décisions à contre-cœur, mais c'est soit ça. Donc, c'est soit tu laisses partir 6 personnes, soit tu laisses partir 20 personnes. Et là, tu fermes complètement. Donc, entre sacrifier, je vais dire, employer le terme ça, comme ça, hein, entre sacrifier 6 personnes pour Smieto, des fois, tu es obligé de le faire. Maintenant, on n'est plus dans cette optique-là parce que tout est bien calculé, tout est bien optimisé. On fait en sorte chaque recrutement est bien pensé, bien structuré pour ne plus retomber dans la phase où tu te dis mais finalement on peut pas supporter toutes ces charges-là. Et tout. Très bien. Alors après, comment va venir l'idée de FOD? À quel moment précis? Alors, FOD, c'est 2016. C'était le projet d'un ami, pas FOD, mais Sushi Express. Donc, c'était le projet d'un ami où j'avais investi, moi, autant qu'investisseur minoritaire à l'époque. Donc, c'était un service de livraison de sushi en moins de 25 minutes. Donc, tu avais ton application, tu pouvais commander. La commande est tombée chez le livreur le plus proche. Le livreur le plus proche, il était déjà avec son sac isotherme avec un certain nombre de plateaux de sushi. C'était des plateaux uniques. Donc, prix unique, plateau unique. Et du coup, les gens, ils commandaient soit un plateau, soit 10 plateaux. Et on avait lancé ça avait tellement cartonné. On faisait genre une centaine de plateaux de sushi par jour. C'était à Casa ou à Marrakech? À Marrakech, puis on a lancé brièvement sur Casa. Et du coup, les gens on a livré des gens en 2 minutes. Imagine, tu prends ton application, tu mets sushi, 2 plateaux. Les plateaux étaient déjà faits en fait, c'est ça? Ouais, les plateaux, ils étaient déjà faits, ils étaient dans des sacs isothermes avec la date. Donc, du coup, bien sûr, chaque plateau, il était consommé au plus tard 2 à 3 heures après sa préparation. Et tout en respectant, bien sûr, la chaîne du froid. Parce que le truc, il était toujours une température linéaire. Et on a fait ça pendant 5 mois, sauf qu'on était obligé de changer de business model. Et moi, au bout d'un moment, en tant que Sushi Express, j'étais tellement impliqué, Ferra. Et là, c'est Sushi Express pour avoir démarré justement là, avoir investi justement dans cette aide-là. À l'époque, je sortais d'une maladie et je me sentais tellement faible que au fait, c'était une façon pour moi, et là, je te promets, c'est vrai, hein, c'était une façon pour moi pour voir si j'avais suffisamment de force pour entreprendre.
parce que j'ai dit maladie, donc j'ai eu un Hodgkin, donc c'est un lymphome. Juste avant Sushi Express, j'étais donc sous chimio, radiothérapie, tout le tralala. Donc c'est une vraie épreuve de vie, on va dire, grosse épreuve. C'était le cancer à 28 ans, quoi, le jackpot. Non mais c'est intéressant. C'est toi à la sortie de cette épreuve, tu te dis il me faut un challenge, c'est ça? C'est ça. C'est que moi j'ai terminé alors alors il y avait la naissance de ma fille en mars, le 10 mars. J'ai démarré ma radiothérapie vers le 15 mars. OK? Et c'était 1 mois de radiothérapie. On a terminé la radiothérapie vers mi-avril. On a lancé Sushi Express le 14 avril 2016. Bon, donc toi, tu t'arrêtes pas, quoi. Ouais. C'est pas bon, là, je vais prendre 2 semaines juste pour me reposer, rien. Non, mais honnêtement, j'étais tellement affaibli par le traitement que je voulais, c'était juste pour voir si j'avais suffisamment de force. Et bon, je pense que c'est le cas. Et du coup, j'avais investi dans Sushi Express qui a évolué en FOD. Donc, pour la transition entre le Sushi Express et le FOD, c'était si on pouvait. Alors, il y avait un certain nombre de problématiques sur Sushi Express. C'était alors, il y avait un problème d'invendu. Donc, dès qu'il y avait des invendus, on les jetait. Il y avait un problème de fraîcheur qui se répercutait sur la qualité, bien entendu. Et du coup, il fallait remédier à ça. Et la possibilité à laquelle on a pensé, et d'ailleurs, c'est là où le nom aussi est venu. Le nom, j'ai mis littéralement 5 minutes pour le trouver. Littéralement, 5 minutes. Donc, je dis, tiens, aujourd'hui, on livre des sushis. Et si on a pu livrer des sushis, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de livrer des pâtes, des pizzas, des wok et des burgers et tout ce qui pouvait être livré. Et c'est là où je me dis, tiens, food, VOD, donc il y a la vidéo on demand et il y a la food on demand et la FOD. Et c'est là où le food est né quelque part. C'était en août 2016 et le 1er septembre 2016, on a lancé officiellement FOD.ma. Mais alors, c'est en fait parce que partir du sushi, d'accord, je vois bien. Mais là, vraiment, votre carte est très variée. Ouais. Et on a l'impression que vous avez enfin, c'est pas qu'on a l'impression, vous avez vraiment tous les types de restauration, on va dire, et pas uniquement fast food. Vous avez vraiment de tout. C'est le cas parce qu'en fait, justement, on s'est dit, alors, on voulait que FOD soit, alors, et du coup, ça a été sans le vouloir, ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce qu'on appelle des shadow kitchen, en fait. Les shadow kitchen, c'est ce que Uber a pu lancer, c'est ce que Deliveroo a pu lancer. Deliveroo, en fait, elle va gérer sa propre cuisine pour les best-sellers. Ils se positionnent comme restaurant dans leur plateforme, en mettant en avant, bien sûr, leur plateforme pour drainer du flux. OK? D'accord. Et donc, du coup, la difficulté, il y avait beaucoup de difficultés et challenge, hein, parce que le challenge numéro 1, liquide le FOD, qui chauffe la carte d'El FOD, qui dit non, mais c'est pas possible. Et d'ailleurs, les gens, ils pensent que FOD, derrière, c'est plusieurs restaurants. Ah bah, alors, moi, je me suis dit, c'est pas possible, pareil. Là, j'ai eu la même réaction. Tout est préparé dans la même cuisine. Tout est préparé. On a à Marrakech, on a une énorme cuisine. Et à Casa, on a une petite cuisine. وخرجنا في وسط لا سال لو ريست ديال سميتو في وسط لا سال دايرين دو شو كوكين اسباس سوشي اسباس بيتزا الداخل كاين سميتو et tout ça parce que la cuisine justement elle est assez variée. Qui dit cuisine variée dit mise en place variée, dit ressources variées, et c'est là où tu sais, si on voulait se contenter de spécialités ou là FOD aujourd'hui, on aurait déployé déjà dans je sais pas combien de villes, parce que ça aurait été rentable. Aujourd'hui, la difficulté, elle est dans le fait que
on a une énorme masse salariale. On est aujourd'hui à 150 000 dirhams de salaire par mois entre Marrakech et Casablanca pour un peu plus de 20 personnes, 20-25 personnes. OK? Donc, on a des salaires. Bon, les salaires, ils sont assez élevés aussi par rapport à la Hada, mais on a beaucoup de ressources en cuisine. Parce que Nesdel Sushi, c'est Nesdel Sushi, les Pizza Eolo, c'est Pizza Eolo. C'est Nesdel International, Hada, la mise en place Bouhda. C'est ça, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités de polyvalence entre ces différentes cuisines. Exactement. Et tout ça, enfin, on aurait pu le faire, et on peut toujours le faire, mais cela se répercutera sur la qualité, sur les délais de livraison, etc. Aujourd'hui, je sais pas, un exemple. Des fois, 20, 30 livraisons en cours, 30 commandes qui traduisent en même temps. Il faut tout sortir dans les délais, etc. Alors, j'ai vraiment envie un peu de rentrer dans le détail avec toi, si tu veux bien. Juste sur alors, parce que pour lancer un restaurant, j'imagine, il faut faire tout ce qui est recettes. Et déjà, il faut automatiser un peu toute la partie recettes pour les commandes, etc. Et puis, il y a la partie, comme tu dis, la partie logistique, on va dire, entre la cuisine et les livraisons. Ouais. Tout ça automatisé. Tout. Alors, comment vous avez fait? D'informations, justement, c'est ce que aujourd'hui on met à disposition. ondemand.ma, si tu rentres sur ondemand.ma, il y a un webinaire d'une heure 20 minutes où on décrit ce que fait notre solution informatique. Donc aujourd'hui, on a exactement, tout est géré on the fly, les fiches techniques sont sur le système, ça nous permet de faire le contrôle, exactement au gramme près combien de saumon on est supposé consommer sur une journée, combien de poulet on a consommé le samedi dernier sur Marrakech entre midi et 15 heures. On a tout ça. Et vous l'avez fait ça avant de lancer FOD ou là en parallèle? Là, on a fait ça on the fly. Plus on avance, plus on rencontrait des difficultés, plus on ajustait les choses. Et pour te dire, j'ai fait mon mémoire d'MBA sur FOD. Et le sujet, c'était l'agilité dans un monde entrepreneurial complexe. Et là, c'est l'agilité, comment l'outil informatique, il a permis à FOD d'évoluer et de gérer l'ensemble des problématiques qu'on rencontrait au fur et à mesure. La technologie, elle a été développée au sein de Genius. Donc, du coup, c'est pas un prestataire externe. Non, mais Genius, d'accord, mais Genius fait de l'hébergement. Alors, je vais essayer de deviner un peu. Je reçois 1 kilo de saumon, par exemple. Donc, je vais devoir saisir que j'ai reçu telle quantité de saumon. Après, je vais prendre, je sais pas moi, 300 grammes pour faire, je dis n'importe quoi, 20 sushis. Je vais devoir aussi marquer que je fais 20 sushis. C'est ça? Non, pas du tout. Les 20 sushis, imagine les 4 marqués, c'est le client qui les achète. Oui, c'est ça, c'est à la commande quand ils sont sortis. Une fois le client, il les achète, c'est comptabilisé on the fly. Parce que je sais que un plateau de sushi, j'ai 100 grammes de saumon, j'ai 50 grammes de crevettes, j'ai tant de riz, j'ai Ada. Et du coup, tout est calculé à la volée. Et donc, ça fait quand même pas mal de calculs, vu la variété des plats, etc. Alors, beaucoup de calculs. C'est un système qui m'implique d'informations. Qu'on a mis en place, mais du coup, il a été, à chaque fois qu'on faisait un truc, on répondait à une problématique, à un besoin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une solution qui est vraiment nickel parce qu'elle émane du professionnel. Donc, c'est pas avec le développeur légal qui dit tiens, je vais créer une solution que je vais vendre au restaurant. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On a développé ça pour chaque besoin, on le développait, chaque besoin. Et en fait, avec ça vous fait un concept clé en main quelque part pour pouvoir après le distribuer en mode franchise. Effectivement, c'est ce qu'on a fait avec Smithoof. Au départ, on utilisait ça que pour nous. Et à terme, avec ce qu'on est en train de vivre, on s'est dit, tiens, ça serait bien de mettre à disposition notre solution pour ceux qui veulent se lancer justement dans le même délire de livraison de repas, etc. Voilà. Très bien. En tout cas, moi, je suis premier témoin pour dire que c'est pas juste des paroles en l'air, c'est vraiment un service, et je répète, vraiment exceptionnel.
Merci Je, beaucoup. En tout cas, je, je t'invite je- une fois de chez Ada, tu vas sur place et tu testes. Je peux te dire que sur place, ça n'a rien à voir avec la livraison. La qualité, elle est nettement meilleure, mais ça permet surtout de tester le concept. Parce que c'est, je, ouais, il faut le tester, je suis d'accord. pour une fois, je suis fier de ce que j'ai fait. Non, 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 franchement, bravo. Mais alors, quel était ton rôle, juste pour en savoir un peu plus, toi, ton rôle en particulier c'est juste donner les directives ou est-ce que tu as mis la main à la pâte? Non, 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 non. La main à la pâte. Quand je vous dis la main à la pâte, c'est qu'aujourd'hui, la pizza qu'on prépare, c'est ma recette de pizza. C'est ma D'accord. recette de pâte. C'est Ada que le premier jour avec Idia, avec la farine que j'ai importée au départ, que j'ai pu trouver après un certain nombre Mais tu t'es de quand même entouré de professionnels quand même. Ah, chauffe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La vidéo, les pizzas, j'ai dû voir au moins ouais, 200 vidéos sur YouTube, comment préparer une pâte de pizza. How to make a pizza dough. Et je partais en cuisine et je faisais les tests. وهذا le pizzaiolo مع من خدامين à Marrakech. 18 ans d'expérience في البيتزا حياته مشات ليه في البيت اول بيتزا كانت في مراكش هي نياغارا ولا ما عرفتش سميتها Mhm. pizzeria كان خدام فيها donc il était parmi les tout donc du coup le gars حطيت ليه لا دا تيقول لي عزيزي تيقول لي عزيزي البيتزا نقول لك et du coup il est là tu vois le riz de sushi les خدامين به c'est Ouais. là bon c'est pas ma recette je suis parti au Nobu. Nobu c'est parmi les meilleurs restaurants japonais au monde, c'est une chaîne de Hada. J'ai acheté le livre d'El Nobu, la recette le riz japonais avec l'ensemble des ingrédients d'Elo. Et on a fait les choses et on fait les choses dans les règles de l'art. Chaque chose, les meilleurs ingrédients, la meilleure façon possible et imaginable pour offrir justement un service de qualité. Moi, je dis et je le redis et toute ma vie, j'ai dit à mes collaborateurs, je ne gagne absolument rien. La moindre des choses que je veux avoir en arrière, c'est que quand le client est servi, il soit satisfait de ce qu'il. C'est tout ce que je demande. Et voilà. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, bon, ça Écoute, marche. donc je suis encore plus impressionné parce que moi je croyais que tu étais on va dire la main digitale derrière, mais là si tu as mis la, Non, mon ami, c'est tout, le service, le truc, tout. T'es obligé. oui, mais tu peux pas être sur tous les fronts. C'est-à-dire là, ça fait beaucoup quand même. Justement, quand je travaille sur Fod. Quand je suis sur Genius, je suis sur Genius, en fait. En fait. Je peux pas travailler, quand je peux pas faire les deux en même temps. Donc, soit, le matin, je travaille sur Genius, l'après-midi, c'est Fod. Et vice versa. Soit je travaille le matin, ou là, une semaine haka, une semaine haka. Je suis Alors, obligé. mais alors pour revenir à FOD, donc ça a été lancé à Marrakech, tu as dit l'été 2016. 1er septembre 2016, on a lancé Marrakech. 1er septembre 2019, on a lancé Casablanca. Alors, alors, FOD, donc Marrakech, c'est le restaurant, il a démarré en 2018, en avril 2018. Mais Casablanca, on a lancé la livraison et le sur place le 1er septembre. Donc, d'accord, mais pour monter FOD, là, tout ce que tu nous as décrit pour préparer la pâte, les recettes, le riz, etc. On faisait toujours on the fly. Donc, on continuait à servir de la pizza pourrie tout en préparant et en améliorant les choses. D'accord, donc ça s'est fait au fil de l'eau. Oui. Et c'est le seul conseil que j'ai à donner. Tu sais, on peut pas. Si on voulait que tout soit parfait, moi je suis le genre je lance les choses comme ça et j'améliore en cours de route. Il faut adopter justement cette approche-là, sinon quand tu attends que le truc soit parfait, ça marche pas. Moi ça me dérange pas, tu sais, et surtout d'ailleurs c'est ce qui a fait que c'est les feedbacks des gens. Tu as besoin des feedbacks parce que pour avoir le truc parfait, personne ne va trouver que ça répond à son besoin et là tu vas commencer à améliorer et adapter non, mais nous on fait les trucs. Dès qu'il y a un nouveau truc, on le lance, on recueille les feedbacks des gens, on améliore, on repousse et voilà, l'agilité. C'est ça l'agilité.
Non, clairement, clairement. C'est des bonnes leçons, tout ça. Peut-être une question sur les prix, parce que moi j'ai trouvé les prix très corrects. Est-ce que aussi c'était l'idée aussi c'était d'être compétitif au niveau prix pour avoir plus de gens? Oui, alors, bon, les prix, on est sur un food cost de 3. Comme pratiquement tous les restaurants, ou pas les restaurants dans notre positionnement qui se respectent. À côté, en plus de ça, on a un système de fidélité où on offre à 15% de remise à l'ensemble de nos clients. OK? 15% de remise quand ils dépassent 15 commandes. On a des clients aujourd'hui avec plus de 500 commandes. OK? On a Alors ça, il faut le rappeler. Je vais juste le rappeler que tout ça est automatisé. Oui, C'est-à-dire, oui. dans l'application, ça identifie que, etc. et je bénéficie de la remise. Exact, oui, oui, bien sûr. Après, l'autre truc, c'est qu'aujourd'hui, tu peux commander chez FOD en littéralement 15 secondes. Il n'y a ni système d'inscription, ni rien du tout. Tu vois, on se base sur le numéro de téléphone du client, c'est l'identifiant Diallo Alors, et ça a été développé par quelles équipes? de Genius. Donc, Genius, là, c'est 34 personnes, effectivement, mais c'est Ah, mais derrière c'est très bien pensé, très bien développé, hein. une équipe de développeurs. Donc, une équipe, donc on a 3 développeurs, on a un infographiste et on a un motion designer. Et l'équipe, d'ailleurs, je te dis du coup, l'équipe de Genius Choulifea qui travaille aussi pour FOD, on a un content manager, c'est le contenu, tout ce qui est contenu. On a recruté il n'y a pas très longtemps une juriste, donc tout ce qui est contractuel. On a un SEO manager, donc tout ce qui est référencement naturel. On a un chef de projet, on a un traffic manager, donc qui gère tout ce qui est campagne publicitaire, etc. Donc tout ça, Oui, donc une vraie équipe. s'il n'y avait pas Genius, c'est même pas la peine. Même pas la peine. Parce que tu sais, un exemple. FOD aujourd'hui, c'est pratiquement entre 3 000 et 4 000 dollars de budget marketing par mois. OK? Ah oui, c'est pas mal, ouais. Oui. Alors, c'est pas juste les 3 000, 4 000 dollars, c'est la ressource qui gère les 3 000, 4 000 dollars. Il y a une ressource, c'est ça, c'est gérer les campagnes, augmenter les budgets, diminuer les budgets, optimiser, supprimer les campagnes qui convertissent pas, etc., etc. Et il fait ça à longueur de journée. Tu vois. Et du coup, il fait ça. Aujourd'hui, il a que 2 clients. Donc, le premier client, c'est Genius et le deuxième client, c'est FOD. FOD, si on devait mettre à disposition, ou là, si on devait outsourcer toute cette partie-là à une agence, au bout de du deuxième mois, donc j'ai eu de la chance. On a de la chance avec le fait d'avoir Smieto, Genius justement comme sponsor officiel de Smieto. Bah d'ailleurs aujourd'hui, qu'est-ce que Genius a gagné dans tout ça? Parce que l'idée c'est pas de faire travailler Ada. Genius, la solution qu'on a développée, c'est une solution propriétaire de Genius. Quand on la vend, c'est Genius qui facture. D'accord. Il est là, elle profite de la solution et elle contribue au développement et à l'amélioration du truc. Mais la solution, qu'elle prend la propriété de Genius. Voilà. Donc, moi, je suis bête et méchant. Non, non, très, très intelligent, je dirais, plutôt que bête et méchant. Non, non, c'est des montages intelligents et très efficaces. Et il faut le dire. Ok, donc ça, quel serait ton rêve pour FOD? FOD, je le dis, bon, déjà, il faut que ça fonctionne vraiment comme il faut. Faut que je puisse lancer ça dans toutes les villes du royaume, donc toutes les grandes villes en tout cas. Donc, Agadir, Rabat, Tanger, Fès, donc, et offrir justement notre service dans Ada. Je sais qu'on y arrivera. Je sais, il y a des choses, je sais qu'on y arrivera. C'est une question de temps. Après, chaque chose en son temps. Exactement. Donc, c'est la philosophie du Kairos. Donc, c'est. Bien. Alors, bien, cher Hamza, je souhaiterais finir, si tu veux bien, avec quelques questions. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a le plus marqué ou changé ta vie, inspiré?
Je peux pas dire ma famille. Si, au contraire, tu peux. Tu serais l'un des premiers, mais tu peux. Écoute, alors je peux te dire que ma femme, peut-être que c'est grâce à elle que je suis encore vivant parce que et les médecins et elle a détecté mon cancer les 48 premières heures de sa ADA. Ouais, Donc d'accord. c'est vraiment à ce point-là. J'ai d'autres amis des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont marqué. C'est alors un ami dont je vais on va pas dire son nom, si on dit son nom, tiens. Si, on peut dire son nom. C'est Youssef Mohamed, c'est le patron de CMGP. Alors CMGP, c'est une boîte qui a été vendue à 100 millions de dollars il y a un an ou 2 ans à un groupe londonien. Donc Tabarkallah, c'est une très grosse réussite. C'est une très belle boîte marocaine qui a démarré de rien et qui s'est positionné, qui est devenu vraiment assez important. Donc pour moi, c'est un modèle et c'est un exemple à suivre. Donc du coup, c'est Hada et bien sûr ça se trouve c'est mon associé aussi dans FOD, donc il a investi de son argent, donc déjà c'est un gage de confiance envers Comment, c'est possible de te demander comment vous vous êtes rencontrés et... Executive MBA. Ok, Ça a servi à ça l'executive MBA donc à avoir un Hada. Voilà, c'est à ce stade-là, je m'arrêterai là. très bien, très bien. En termes de conseils aux entrepreneurs, alors on est obligé de parler de l'actualité du Covid aussi. Est-ce que tu as des conseils, on va dire, aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer et ceux qui se sont lancés, qui malheureusement peut-être souffrent en ce moment? C'est une période difficile pour tout le monde. Donc, le plus important, c'est de pouvoir en ressortir vivant. Donc, le wahd, il faut pas qu'il lâche l'affaire et ça s'arrangera, ça finira par s'arranger. D'accord. Donc, persévérer, ne rien lâcher. Alors, est-ce que tu as des lectures à nous recommander? Alors, même moi, je dois être la seule personne qui ne lit pas du tout. Donc, D'accord. Alors, où trouves-tu tes sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des blogs? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'il y a des thématiques qui... même pas. Moi, je regarde ça. Non, mais c'est un sixième sens en gros que j'ai pu développer en fait, qui me donne une petite lecture justement de la situation, de ce qui pourrait marcher, de ce qui pourrait pas marcher. Voilà. Je fais le tout au feeling en fait. Tout au feeling. Maintenant, avant c'était feeling 100%. Maintenant c'est du feeling calculé. Donc tu as suffisamment d'expérience pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Tout à fait. Non, en plus, tu as dit que tu as poursuivi un peu ta formation, l'executive MBA. J'imagine qu'aussi ça contribue à prendre du recul. Très bien. Est-ce que tu as une pire nuit blanche d'entrepreneur? Oh, pas qu'une seule, des centaines même. Des centaines, littéralement. Donc, comment tu arrives à relativiser, à prendre du recul? Là, c'est mon pote et c'est un de mes anciens clients, Adopte un mec. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, tout à fait. Oui. C'est un site de rencontre. Exactement, c'est un site de rencontre avec qui on travaille. C'était mon tout premier gros site client que j'ai pu avoir quand j'étais en France et qui sont toujours clients aujourd'hui. Et c'était le boss qui me disait ça. Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah, ça passe. Et donc, ils sont hébergés à partir du Maroc, c'est ça? Alors non, on gère pas l'hébergement pour eux, on gère toute la partie infogérance pour eux, parce que légalement, ils devaient tout héberger en France, physiquement. D'accord, très bien. Petite dernière question, est-ce que tu as un échec préféré? Non, pas spécialement, Même, il n'y a pas d'échec. Parce qu'à chaque fois, il y a un échec, j'ai pu m'en relever. Et chaque échec, il me permet justement d'aller de l'avant et trouver d'autres. Alors peut-être que l'exemple de Sushi Express, peut-être. Exactement. Très bien.
Très bien, c'est Hamza. Si tu avais l'occasion de donner un conseil à toi à l'âge de 15-16 ans pour revenir et murmurer quelque chose à l'oreille de Hamza qui vient de savoir qu'il a échoué au bac la première fois, est-ce qu'il y aurait un petit conseil à lui donner? Ah ben putain, alors là, j'aurais investi massivement sur les noms de domaine. C'est mon adage, j'aurais enregistré tous les noms de domaine en 2 caractères, 3 caractères. Donc toujours pragmatique. Ah bah oui, bah oui, là c'est la valeur sûre quoi. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Très bien. Ben, merci Hamza pour ta spontanéité et ton authenticité. Je crois que j'ai passé un très bon moment. On a beaucoup appris aussi sur franchement cette aventure ou chapeau, cette aventure FOD. En tout cas moi me plaît plus particulièrement. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et on reprendra rendez-vous Inch'Allah pour reparler de ce succès-là. Inch'Allah. Yallah, je te dis à très bientôt. Et tous ceux qui êtes restés jusque-là, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker ce programme sur les différentes plateformes de podcast et de le liker sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Ixon et s'appelle New Day. Ciao!